Le sol ivoirien, accompagné de Thomas Boni-Yayi, l'ex-président béninois. Le président togolais et le nouveau président du Bénin, Patrice Talon, déjà dans le pays, rencontrent aujourd'hui le chef de l'État ivoirien. Yodé et Siro ont célébré hier leurs 20 ans de carrière par un concert live à la salle 4000 places du Palais de la Culture de Treichville. Ils ont été faits chevaliers de l'Ordre du Mérite culturel ivoirien. Après 3 jours de débat au Congrès brésilien, les députés ont ouvert dimanche la voie en faveur de la destitution de Dilma Rousseff de la présidence de la République. 367 voix pour, 167 contre et seulement 7 abstentions. C'est une nouvelle semaine qui commence. Bonjour à tous, bienvenue dans le 13h sur RTI 1. Le président togolais Faure Gnassingbé est arrivé ce lundi matin à Abidjan pour une visite d'amitié et de travail de quelques heures. Accompagné de Thomas Boni-Yayi, l'ex-président béninois, Faure Gnassingbé a été accueilli à sa descente d'avion par le Premier ministre Daniel Kablon-Duncan et d'autres membres du gouvernement. Le chef de l'État togolais sera reçu en entretien par son homologue ivoirien Alassane Ouattara, un entretien auquel va assister également le nouveau président du Bénin, Patrice Talon, présent à Abidjan. Le point complet de cette rencontre dans nos prochaines éditions. Le Premier ministre ivoirien, Daniel Kablon-Duncan, a pris part aux réunions de printemps du groupe de la Banque mondiale et du FMI. Daniel Kablon-Duncan a rencontré le vice-président région Afrique de la Banque mondiale. Le point de cette rencontre avec notre envoyé spécial à Washington, Thomas Gessambi. Duncan est Maktar Diop, un vieil ami de la Côte d'Ivoire qui a servi à Abidjan. L'actuel vice-président région Afrique du groupe de la Banque mondiale, assisté de ses plus proches collaborateurs, voulait en savoir plus sur la politique du gouvernement ivoirien face aux chocs sécuritaires et climatiques, véritable menace de l'économie. Mais aussi l'industrialisation et le développement des TIC. Globalement, la situation se porte bien. La Côte d'Ivoire, sous la gouvernance du président Alassane Ouattara, mène des actions sans relâche pour surmonter et dompter les chocs qui se présentent à elle. C'est en ces termes que le Premier ministre Daniel Kablon-Duncan présente la Côte d'Ivoire. Une présentation qui a édifié le vice-président Maktar Diop. Je me suis réjoui de la coopération excellente qui existe entre la Côte d'Ivoire et le groupe de la Banque mondiale. La Côte d'Ivoire qui utilise l'ensemble et la gamme des instruments du groupe de la Banque mondiale, que ce soit l'ASFI, que ce soit la MIGA, que ce soit IDA. Et que donc pour nous c'est un partenaire important et nous comptons expérimenter beaucoup avec la Côte d'Ivoire pour pouvoir utiliser les succès de la Côte d'Ivoire et les partager avec les autres pays de la région. Le visage actuel de la Côte d'Ivoire et les ambitions de son gouvernement en matière de développement économique et social. Le chef du gouvernement ivoirien les a exposés au Conseil des hommes d'affaires américains regroupé au sein du BCIU, dans les locaux du FMI. Au terme de la rencontre, les hôtes de Daniel Kablon-Duncan s'engagent à accompagner la Côte d'Ivoire dans leurs domaines de compétences respectifs. Pour une économie qui est en train de se développer comme celle de la Côte d'Ivoire, nous sommes très enthousiastes à l'idée de travailler davantage et d'apporter des solutions pour les infrastructures en Côte d'Ivoire. Retenu bien évidemment que le secteur de l'énergie est un secteur prioritaire. Les économies ne peuvent pas croître dans le noir. Il faut absolument de l'électricité, de l'énergie pour pouvoir développer les économies. La rencontre délégation ivoirienne, hommes d'affaires américains s'est poursuivie, mais cette fois par le B2B. La microfinance, quel poids dans le processus de l'émergence de la Côte d'Ivoire? L'association professionnelle des systèmes financiers décentralisés s'est réunie pour tenter de répondre à la question. Elle a également présenté son plan dans la mise en œuvre de la stratégie nationale d'inclusion financière. Explication. La microfinance est de plus en plus visible dans le paysage économique ivoirien. Mais que pèse-t-elle réellement? Selon l'Association professionnelle des systèmes financiers décentralisés de Côte d'Ivoire, APSFDCI, la microfinance a un portefeuille client de plus d'1 million de personnes, avec une épargne estimée à plus de 175 milliards de francs CFA.
Par ailleurs, dans le cadre de la lutte contre la pauvreté, toujours selon cette association, la microfinance permet aux populations à revenus faibles de financer leurs activités à coût réduit. Le secteur se met au goût du jour avec l'arrivée des services de transfert d'argent, la multiplication des distributeurs automatiques de billets et surtout l'usage de la monnaie électronique. Je crois savoir qu'il y a d'autres structures étrangères encore qui s'intéressent au marché ivoirien. Et donc ce sera à l'avantage des populations, puisque aujourd'hui les populations recherchent des financements. Donc le plus important, ce n'est pas de savoir la nationalité ou l'origine de l'institution. Le plus important, ce qui importe pour nous en tant qu'association professionnelle, c'est d'avoir le plus d'institutions professionnelles qui donnent le maximum de crédit. Créée en 1998, l'Association professionnelle des systèmes financiers décentralisés de Côte d'Ivoire a pour mission de permettre à la population ivoirienne, notamment les personnes économiquement faibles, d'avoir accès aux services financiers pour la promotion de leurs activités. En plus, elle lutte pour l'assainissement et la professionnalisation du secteur de la microfinance. Plus d'un mois après l'attaque de Grand Bassam, les forces spéciales des services de renseignement maliens ont arrêté le numéro 2 du groupe qui a organisé l'attaque. Alou Doumbia, un Malien de 32 ans, aurait notamment convoyé en voiture du Mali en Côte d'Ivoire les membres du commando, les armes et les munitions qui ont servi à l'attaque du 13 mars. Mariam Sissé, Sylvie Touré. Alou Doumbia, alias Man, désormais aux mains des forces de sécurité maliennes. Il a été arrêté dans la nuit de samedi à dimanche à Bamako dans le cadre de l'enquête sur l'attentat de Grand Bassam. Ce Malien âgé de 32 ans est un revendeur de véhicules et serait le bras droit de Kunta Dalla. Il aurait transporté des armes et des hommes du commando du Mali vers la Côte d'Ivoire avec un mode opératoire très méticuleux. Il aurait vidé l'un des 2 réservoirs d'un véhicule 4x4 pour y cacher les armes et les munitions qui ont servi à l'opération. Selon les sources sécuritaires maliennes, l'arrestation d'Alou Doumbia, présenté comme le numéro 2 du groupe, s'inscrit dans une opération spéciale qui a nécessité d'importants moyens. Elle pourrait permettre de remonter très rapidement vers Kunta Dalla, présumé cerveau. Alou Doumbia porte à 3 le nombre de personnes arrêtées au Mali et à 19 le nombre total d'individus inculpés dans l'enquête sur l'attaque terroriste de Grand Bassam le 13 mars dernier. La police nationale de Côte d'Ivoire en séminaire pour faire le bilan de l'exercice 2015. Il est également question de planifier les actions au titre de l'année en cours. Hamza Diaby. Administrateur général, directeurs généraux adjoints, directeurs centraux, préfets de police, commissaires, officiers et sous-officiers. Tous sont présents à ce séminaire bilan de la police nationale. L'objectif, au terme des réflexions, est d'engager des stratégies adéquates qui riment avec la culture du résultat et le service de qualité. Au regard de l'indice de sécurité, passé de 4 en 2011 à 1,17 en 2015, s'il est reconnu que la police nationale travaille malgré les difficultés qu'elle connaît, elle est aussi accusée de maux tels que le racket, la corruption et les abus de pouvoir, d'où la volonté pour la corporation de mener une bataille, celle de l'honneur et de l'image. Aujourd'hui, on fait en sorte que l'image de la police soit respectée. On fait en sorte que le policier qui se présente soit le policier de tous les Ivoiriens. Le directeur général de la police nationale ajoute que les participants à ce séminaire bilan se doivent de dégager des solutions originales au sortir de ces travaux. Cela pour une police qui présente un nouveau visage et qui rassure les populations. Direction la ville de Mans, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, pour l'ouverture de la première session de la cour d'assises. 14 dossiers à juger, dont 7 cas de viol. F. Boué. Tribunal de première instance de Mans, ce jeudi 14 avril 2016, règne dans la cour une animation particulière. C'est l'ouverture de la première session de la cour d'assises de Mans pour l'année judiciaire 2015-2016. Pour cette audience solennelle, autorités administratives, forces de l'ordre, chefferies traditionnelles, élus locaux et population dans toute sa diversité, tous ont répondu présents à l'invitation de Niava Bogi Innocent, président des chambres à la cour d'appel de Daloa, président de la cour d'assises de Mans. Le décor ainsi planté, le jury se constitue.
Le juge et ses 2 assesseurs, auxquels s'ajoutent 9 jurés tirés au sort parmi les citoyens résidents à Mans. L'accusation est soutenue par l'avocat général Dadi Séraphin. 14 dossiers à traiter, dont 7 sur le viol. Selon lui, on observe une recrudescence des crimes liés aux mœurs dans la belle cité des 18 montagnes. Il invite donc chaque citoyen à faire preuve de responsabilité sur ces infractions, surtout les magistrats qui disent le droit ou qui sanctionnent ces crimes. La cour d'assises est la juridiction pénale compétente pour juger les crimes graves dont les peines encourues vont de 10 ans de prison à la perpétuité. Cette première session prendra fin le 4 mai 2016. L'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody connaît depuis la semaine dernière des troubles. La ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique s'est rendue sur les lieux et le président de la conférence des présidents des universités publiques a appelé à la reprise des cours. Grâce Kando. La ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody ce dimanche après-midi. Le professeur Liramata Bakayoko est allé constater l'ampleur des dégâts causés par les dernières échauffourées à l'université. Le Premier ministre a mis en place une commission, un cadre de concertation et de discussion composé donc des membres du Comité national des Jeux de la francophonie, de la direction du CRU, des universités et également des ministres impliqués dans l'organisation de ces Jeux pour trouver ensemble les meilleures solutions pour le relogement des étudiants. L'État de Côte d'Ivoire, avec à sa tête le président de la République, est très conscient de la formation de la jeunesse et en fait une véritable priorité. Donc j'appelle à la sérénité. Au cours de cette visite, les étudiants ont été appelés à la reprise des cours dès ce lundi 18 avril. Après ce que Mme la ministre a dit, c'est d'appeler les étudiants qui n'ont pas encore repris les cours à intégrer les amphithéâtres. Parce que le programme académique a une durée limitée, plus la crise dure, plus la problématique même de valider l'année devient compliquée. L'appel est donc lancé. Reste maintenant aux étudiants de reprendre le chemin de l'école. Un appel à la reprise des cours entendu par les étudiants. La Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire, FESI, vient de suspendre son mot d'ordre de grève. La déclaration du Bureau exécutif national. Camarades élèves, camarades étudiants, camarades étudiantes, la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire, FESI, vous dit merci pour le suivi du mot d'ordre de grève d'une semaine renouvelable observé sur toute l'étendue du territoire du 11 au 15 avril 2016. Cependant, la FESI, votre structure avant-gardiste, suspend le mot d'ordre de grève pour 72 heures, période au cours de laquelle des négociations devant aboutir à la satisfaction de nos revendications académiques et scolaires et à la libération de tous nos camarades arrêtés. Durant la période de suspension et de négociation avec l'État, la FESI décline toute responsabilité de vandalisme causé par quelques individus visant à compromettre le processus de négociation amorcé. La FESI vous remercie. Le chômage des jeunes, un problème commun au pays de l'espace UEMOA, Union économique monétaire ouest-africaine. Ce problème était au centre du forum des villes secondaires à l'occasion de la 2e édition de la foire Forum Carnaval de Bouaké. Le reportage de Soro Corona commenté par Charles Tatou. Quelle stratégie de l'emploi mettre en place dans les villes secondaires afin de désengorger les capitales et participer de manière efficiente aux politiques nationales de développement durable dans les pays de l'UEMOA? Qui devraient être les acteurs de ces politiques et stratégies de l'emploi?
Toutes ces questions ont fait l'objet d'échanges et de propositions à l'occasion du forum des villes secondaires de l'UEMOA tenu à Bouaké. Une des activités principales de la 2e édition de la foire Forum Carnaval. Ce problème doit être résolu au niveau de nos jeunes et de nos femmes. Et on ne pouvait pas faire cette 2e édition sans se pencher sur cette question de l'employabilité au niveau de nos villes secondaires dans le cadre de l'UEMOA. Tout est concentré dans les capitales et qu'au niveau des villes secondaires, on ne retrouve pas véritablement ce produit qui parvient, qui permet la création de l'emploi. Pour le ministère de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, cette vision des villes secondaires cadre avec la volonté des pays. L'UEMOA soutient cette volonté accrue des villes secondaires qui veulent mutualiser leurs efforts pour venir à bout du chômage des jeunes. L'UEMOA non seulement adhère, mais a déjà mené des études sur la politique de l'emploi et le suivi du chômage dans notre espace. Avant 2002, la ville de Bouaké occupait la 2e place dans l'UEMOA avant des villes comme Dakar, Ouagadougou, Lomé et autres capitales en termes d'échanges commerciaux et de transactions financières. Les villages de Mbrakro et de Zouatoua 2 dans la sous-préfecture de Bonan, centre-ouest ivoirien, viennent de bénéficier d'un bâtiment de 3 salles de classe et également d'équipements biomédicaux. La remise de ces dons avec Charles Tatou. L'éducation et la santé, 2 secteurs qui nécessitent de gros investissements au profit du développement d'un pays. Cependant, l'État à lui seul ne peut agir pour répondre à toutes les aspirations des populations. Les organisations non gouvernementales et les institutions internationales en sont conscientes. Chaque année, ces structures non étatiques manifestent leur désir de contribuer au développement de la Côte d'Ivoire à travers des actions citoyennes qu'elles posent dans ces 2 domaines. En témoigne le don de matériels biomédicaux offert au centre de santé de Zouata 2 sur l'axe Séguélaman par la fondation de la Bank of Africa. Autorités administratives, élus et cadres ont exprimé leur reconnaissance à la structure donatrice pour ces équipements d'une valeur de 25 millions de francs CFA. L'action citoyenne de ces structures financières ne se limite pas qu'au seul domaine de la santé. Le secteur éducatif en a également bénéficié avec la réalisation de 3 classes à hauteur de 19 millions de francs CFA à Mbrakro, village de la sous-préfecture de Bonan, dans le département de Bouaflé. Ce bâtiment va permettre donc aux élèves qui étaient, vous le voyez là-bas, ces élèves qui prenaient des cours dans cette situation aux conditions difficiles, de bénéficier de cours dans des conditions qui vont leur permettre de pouvoir donc poursuivre leur cursus scolaire. D'autres régions du pays programmées vont aussi bénéficier de ces actions. 9e congrès de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, UNJCI, ce week-end. Le président sortant Moussa Traoré a été réélu pour un nouveau mandat de 3 ans à la tête de l'Union. C'est un moment stratégique pour les habitués. Le coucher du soleil sera un moment propice aux bonnes affaires sur nos différents marchés. Certaines femmes trouvent que les denrées alimentaires sont moins chères à ces heures et aussi de très bonne qualité. Christelle Nda et Francis Boifo sont allés à la rencontre de ces vendeurs et acheteurs de dernière minute, juste avant la fermeture du marché Gouro dans la commune d'Adjamé. Si certains ont choisi le lever du jour pour faire le marché, d'autres par contre préfèrent le coucher du soleil. On pourrait les appeler les clients de dernière heure. Mélissa Adou en a l'habitude. Elle préfère faire son marché à partir de 18 h. Le matin, c'est un peu cher, mais le soir, ce qui est à 500, il peut le faire à 300 ou bien à 350, 400. Seulement qu'elles veulent liquider pour ne pas que ça puisse dormir, sinon ce sont les mêmes choses. Nguessan Simone est à sa toute première expérience et elle est plutôt satisfaite. Le marché du soir, je vois que c'est un peu moins cher par rapport au marché du matin. C'est presque la même chose parce qu'il y a tout. C'est qu'il y a matin, il y a ça le soir aussi. Donc c'est la même chose. Pour la plupart des clients, le prix à 7 h connaît une légère baisse contrairement au matin. Une aubaine pour ces femmes en quête de denrées de qualité à moindre coût.
Prisca Zorolou ne dira pas le contraire. Bon, la graine que je vends, le matin, il fait 3 boîtes à 1000 francs. Mais quand il voit qu'il fait nuit, il voit que ça dort. Parce que quand ça dort, il y a eu dessus, ça change de couleur. Donc, il peut faire 300, 250. Pour qu'on prenne 4 boîtes à 1000 francs, ou 3 boîtes à 1000 francs. Voilà, parce que si tu ne fais pas ça, ton va se perdre. Quand ça dort, ces mêmes personnes disent que non, c'est mauvais, que ce n'est pas joli à voir. À cette heure, la pression est plus forte encore sur le boucher. Il n'est pas question pour lui de remettre la viande sur le marché le lendemain. Mais le fait que le soir, comme ça, tu vas dire 2200, ils ne vont pas payer, ça va coucher, tu vas mettre ça au frigo. Le lendemain, tu ne peux plus vendre même ça à 2000. Parce qu'ils vont dire que c'est viande couchée. Donc c'est obligé que tu diminues le prix. On fait tout possible pour vendre. Si une fois que le client vient seulement, on s'arrange pour que le client... Faire son marché le soir, c'est aussi prendre des risques. Le client, par exemple, est confronté à l'absence de certaines denrées alimentaires sur le marché et la qualité des aliments fait souvent défaut. Je cherche carottes, je ne gagne pas. Haricots verts, il n'est pas trouvé. Les poissons, ça peut faire 3 jours, 4 jours, mais 1 mois, 2 mois dans les frigos. Qu'elles viennent avec là, c'est pas de bonne qualité. C'est pourri. Et puis quand tu regardes dans les blanchis, elles ne veulent pas. Quand c'est sûr que c'est pourri, elles veulent liquider rapidement et puis autre chose. Le commerçant, quant à lui, est exposé au problème de faux billets, compte tenu de leur avancée et l'absence d'éclairage public. Souvent, tu envoies l'argent la nuit, puis tu sais pas si c'est faux, on t'envoie les faux billets. Au fait, tu as une dame là, tu as envoyé un faux billet au marché ici. Elle a payé, elle part dans le magasin, elle une petite fille vers les 18h30, elle a payé pour fermer son magasin. Et elle lui a donné un faux billet. Par exemple, le billet était 45 000. Elle a donné des billets de 5 000, 45 000 francs. À 18h, elle est comme ça, tu envoies un billet. Je fais ça et je vois clair dedans. Je dis, tu vois, c'est que c'est le vrai billet. Occasion pour clients et commerçants de redoubler de vigilance. Faire ses emplettes au coucher du soleil est devenu plus qu'une habitude chez certaines personnes. Visiblement heureuses, elles évitent la chaleur et des bousculades de la journée. Pendant la journée, on se bouscule. Alors c'est fatigant. La chaleur, et puis bon, les agressions, tout ça. D'autres viennent expressément, ils vont te taper. Par contre, d'autres n'ont pas fait exprès, ils s'excusent. Même ce soir-là, j'ai traversé sans problème. Une habitude qu'elles n'entendent pas changer. Pour les clients de dernière heure, faire son marché de jour comme de nuit ne pose pas de problème. L'essentiel, c'est d'être à l'heure à table. Une délégation de députés de la région du Gontougo s'est rendue à Assuefri. Ils sont allés apporter du réconfort et du soutien à la chefferie et aux parents des victimes des récents incidents entre forces de l'ordre et population. Norbert Sey, Thérèse Yoboué. La sous-préfecture d'Assuefri a été récemment secouée par des incidents entre les populations et des éléments des FRC. Un mois après, les députés de la région se sont rendus dans la localité pour appeler une fois encore la population à la cohésion, à la paix et au respect de l'autorité. Nous avons écouté les autorités administratives. Ils nous ont parlé sans faux fuyant. Ensuite, nous avons écouté nos parents. Nous allons traduire, rapporter cela aux autorités, à nos supérieurs. Nous voulons lancer un appel à notre population que le développement et le désordre ne font pas bon ménage. Aujourd'hui, de nouvelles perspectives heureuses s'ouvrent à nous. Il nous faut la saisir. Le chef du village d'Assuefri a apprécié l'initiative des députés du Gontougo. Ce qui est de coutume, c'est comme ça, les enfants doivent venir à la source pour puiser l'eau fraîche. Ils sont venus, on a échangé, on s'est compris. Ils repartent confiants, comme nous restons ici confiants. Après le geste des députés du Gontougo, la chefferie traditionnelle dit attendre celui du gouvernement pour parachever la purification dans cette localité selon la tradition. Dans cette région. Yodé et Siro, deux noms bien connus des amoureux du Zouglou. C'est bien entendu en musique que ce groupe a célébré hier ses 20 ans de carrière. Un concert live à la salle 4000 places du Palais de la Culture de Trècheville. Issa Yeo et Adama Kone nous font vivre ces instants festifs. Au-delà des 20 ans de musique célébrés par Yodé et Siro, au Palais de la Culture de Trècheville, une image forte. L'accolade entre Guillaume Soro et Michel Babo. Un geste de réconciliation commenté par le public. Je pense que la réconciliation, elle est possible en Côte d'Ivoire.
Et je remercie Yodé et Siro par rapport à ce qu'ils ont eu à faire. Le concert, il s'est très bien passé, il est super. Cette longévité sur scène se caractérise par la constance et le sérieux dans le travail, reconnaît l'ex-manager du groupe. Ils travaillent beaucoup, ils travaillent très très bien. Ils ont la conscience professionnelle. Ça, je suis témoin, je peux mettre ma main au feu. Les artistes marquent leur solidarité. Vous êtes présents, tout le monde est bravo, beaucoup d'applaudissements pour Yodé Siro. Les autorités ivoiriennes apportent leur soutien aux Zouglous. Tant qu'il y aura des jeunes, tant qu'en Côte d'Ivoire, il y aura une jeunesse dynamique, il y aura une jeunesse qui est en feu, qui veut aller de l'avant, le Zouglou vivra. Ce 20e anniversaire est marqué par la reconnaissance de la qualité du travail du groupe. Yodé et Siro ont été faits chevaliers dans l'ordre du mérite culturel ivoirien. Visite du nonce apostolique Monseigneur Joseph Spiteri dans le nord de la Côte d'Ivoire. À Kouto, il a célébré une messe anniversaire des 90 ans de l'arrivée de l'Évangile. Il a aussi célébré une messe à Korogo. Kader Sogodogo. Cela fait 90 ans que l'Évangile a été répandu dans le département de Kouto, dans la région de la Bagoué. Pour marquer l'événement, le nonce apostolique Monseigneur Joseph Spiteri est présent aux côtés des chrétiens catholiques du diocèse de Korogo. À Kouto, une messe en plein air est dite pour marquer l'anniversaire. Le célébrant, le nonce apostolique Joseph Spiteri, a félicité le peuple de Dieu de cette partie du pays pour sa foi et l'a exhorté à continuer sur la voie de l'Évangile. 90 ans, et vous êtes restés unis dans la foi et dans la charité, unis au Jésus-Christ. C'est pour ça qu'aujourd'hui nous sommes dans la joie. Nous sommes dans la joie parce que Jésus ressuscité se trouve ici, au milieu de nous. Au nom des populations, le ministre Bruno Nabagné-Koné a remercié le nonce apostolique pour sa présence à Kouto et l'a rassuré de l'engagement des populations sur la voie de Dieu. Ici, la religion catholique a formé des générations d'hommes et de femmes. Elle a façonné notre âme au point où ici, dans toutes les familles, vous trouverez à la fois des chrétiens, des musulmans, des animistes. À Korogo, à la cathédrale de la ville, 2 messes ont été célébrées par Joseph Spiteri. Une dédiée aux jeunes et celle du dimanche à laquelle tous les chrétiens catholiques du diocèse de Korogo et leurs invités ont pris part. Le secrétaire général des Nations Unies propose une nouvelle mission de l'ONU au Burundi. Pour Ban Ki-moon, la situation sur place est précaire au point d'être alarmante. Il propose donc d'envoyer jusqu'à 3000 hommes. Le rapport de Ban Ki-moon intervient 2 semaines après l'envoi d'une présence policière onusienne dans le pays afin d'aider à mettre un terme à près d'une année de violence. Au Brésil, les députés se sont prononcés hier dimanche en faveur de la destitution de la présidente Dilma Rousseff. Cette décision doit être confirmée ou pas par le Sénat le 11 mai. Salima Toudia, Sylvie Touré. L'instauration du processus contre la présidente de la République pour crime de responsabilité est autorisée. 367 voix pour, 167 contre et 7 abstentions. Entre empoignade et injures, le Parlement brésilien a voté en faveur de la destitution de Dilma Rousseff. Un vote sous haute tension, tant à l'intérieur de la chambre basse du Congrès qu'à l'extérieur. Les manifestants pro-gouvernement et pro-destitution ont envahi les rues durant les 3 jours du débat. Au final, le bonheur des uns aura fait le malheur des autres. Kounha, c'est un voleur, un bandit qui ne devrait pas être là. C'est un accusé qui juge une présidente qui a été élue démocratiquement par un peuple. C'est une honte. Je n'arrive pas à être heureuse de cette situation. Moi, du haut de mes 23 ans, je n'aurais jamais imaginé vivre cette situation, celle d'un coup d'État. Je suis content de ce résultat. C'est un résultat pour la moralité, la dignité et le sauvetage de la démocratie. Dehors le PT, dehors Dilma. Prochaine étape de la procédure, le Sénat.
Les 81 sénateurs devront voter à la majorité simple la mise en accusation de la présidente. Si le oui l'emporte, Dilma Rousseff sera suspendue pour 180 jours et provisoirement remplacée par le vice-président Michel Temer, son ancien allié et désormais rival. Ce dernier devra former un gouvernement de transition le temps qu'une commission du Sénat examine les faits. Le camp Rousseff ne s'avoue pas vaincu, même si les chances sont très minces. Au Sénat, notre principale stratégie est de prouver que la présidente Rousseff n'a pas commis de crime contre la Constitution, que les accusations contre elle sont fausses, qu'il n'y a aucun acte illégal en cause, ni de manquement et qu'il n'y a aucune base à une procédure de destitution. Élue en 2014 pour 4 ans, Dilma Rousseff risque de voir son mandat écourté en cas de condamnation. La présidente du Brésil doit se prononcer ce lundi. Et c'est tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bel après-midi à vous tous sur RTI 1.